Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Fay Wray. Sur Séance Radio, par BNP Paribas. Bonjour Antoine Cyr, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer la filmographie d'une actrice née en 1907 à Alberta au Canada et qui restera dans l'histoire du cinéma pour un rôle mythique dans un film qui ne l'est pas moins. Je ne vous en dis pas plus. Sauf qu'aujourd'hui, quand même, sachez-le, nous parlons de Fay Wray. Fay Wray. Alors c'est pas très facile à prononcer pour nous, mais on va essayer de le faire pendant cette émission, d'autant plus que Fay Wray a quand même tourné près de 100 films muets et parlants. Donc elle était originaire du Canada, elle était à la ville un petit bout de femme au regard rieur, qui à l'écran n'avait pas son pareil pour jouer les sex symboles en détresse. Elle connut plusieurs années de succès dans les genres cinématographiques les plus variés, mais c'est au seul King Kong qu'elle doit d'appartenir à la légende du cinéma. Décédée en 2004 à l'âge de 96 ans, Fay Wray s'était depuis longtemps fait une raison. Où qu'elle aille, elle ne pouvait échapper aux questions sur King Kong. Aux yeux du monde entier, elle était à jamais Anne Darrow, cette ex-chômeuse de la Grande Dépression, se débattant dans une sensuelle robe blanche entre les doigts gigantesques d'un gorille effrayant. King Kong est l'œuvre du grand Max Steiner. Mais alors, comment Fay Wray, donc, qui a 25 ans à l'époque, est-elle arrivée dans cette histoire ? Alors Cooper et Schoedsack, les créateurs de King Kong, ont choisi la jolie blonde, qui est en réalité brune, tout à fait brune, pour mettre du sexe dans leur film d'aventure. Leurs motivations sont finalement semblables à celles qui, à l'intérieur du film, à l'intérieur de King Kong, dans l'histoire, conduisent le cinéaste que joue Robert Armstrong à la recruter. Alors, Merian C. Cooper, donc l'un des deux réalisateurs de King Kong, dit « Nous allons te donner le partenaire le plus grand et le plus brun de toute Hollywood ». C'est ce qu'il dit à Fay Wray pour la convaincre. Alors évidemment, en ayant entendu ça, elle s'attendait à Cary Grant. Ce ne sera pas Cary Grant, ce sera King Kong, dont elle n'imagine alors pas à quel point il va la rendre célèbre, tout en rejetant dans l'ombre le reste de sa carrière. Victime de la crise économique, instrumentalisé par un cinéaste, voué au sacrifice par un peuple sauvage, menacé par un tyrannosaure et follement désiré par un gorille géant, rien n'est épargné à son personnage dans King Kong. Et la stridence de ses cris est à la hauteur des dangers qui la menacent. Ça, c'est quand elle découvre pour la première fois King Kong. Fay Wray est considérée comme la première Scream Queen, reine des hurlements de Hollywood. Pendant la post-production, elle a passé une journée entière au studio son de la RKO pour enregistrer des cris stridents. Elle n'a pas eu d'autre consigne d'ailleurs de la part de Merian C. Cooper que de solliciter à l'extrême son organe vocal dont la puissance est déjà réputée. C'est à Broadway en 1931, aux côtés de Cary Grant, dans la comédie musicale Nicky, qu'elle a interprété pour la première fois un rôle où elle hurle. En revanche, au cinéma, c'est Dr. X de Michael Curtiz en 1932, qui est le premier film où elle hurle, parfois sans raison d'ailleurs, comme pour annoncer les horreurs à suivre. Mise en valeur, il faut dire, ce film par un magnifique Technicolor bichrome, donc un peu plus palichon, mais enfin c'est quand même très joli. Fay Wray est livré à la folie d'un jeune scientifique manchot et spécialiste du cannibalisme qui étrangle ses victimes grâce à un répugnant bras artificiel en chair synthétique. Elle est sauvée au dernier moment par un jeune reporter que joue Lee Tracy. Et la Warner, productrice du film, avait perdu ce fameux négatif original en Technicolor bichrome, et ce n'est qu'en 78, à la mort de Jack Warner, le patron, qu'on le retrouva dans sa collection personnelle. Petit cachotier de Jack.
Antoine Cyr, nous poursuivons ce filmographe consacré à Fay et cette bien mystérieuse musique qui est également l'œuvre de Max Steiner, c'est celle des chasses du comte Zaroff dans lequel le personnage de Fay était également et heureusement sauvé in extremis. Oui, le film est dirigé par Ernest B. Schoedsack dans des décors que son associé Merian C. Cooper utilise pour King Kong. Schoedsack estimait que la performance d'actrice de Fay dans La chasse du comte Zaroff était supérieure à sa prestation dans King Kong. Ici, elle n'est pas une victime passive, livrée aux caprices des hommes et du gorille, mais une jeune femme décidée à prendre en main son destin. Elle crée immédiatement la complicité avec un mystérieux naufragé, qui est joué par un grand acteur de l'époque, Joel McCrea, et elle va parvenir, en sa compagnie, à échapper à la chasse à l'homme organisée par le redoutable comte. La scène où Fay essaye d'attirer l'attention de Joel McCrea pendant que Zaroff décrit ses chasses sans révéler que le gibier de ces chasses sont ni plus ni moins des hommes, eh bien c'est une scène particulièrement réussie. Elle renverse sa tasse à café et profite de cet événement anodin pour prononcer le mot « danger » sans éveiller la méfiance du comte. Comte incarné par Leslie Banks, une star de l'époque au théâtre comme au cinéma qui avait été blessée durant la Première Guerre, d'où une légère paralysie du visage, ce qui ne l'empêchera pas de faire une très grande carrière. Et qui d'ailleurs dans les chasses du comte Zaroff lui permet d'avoir l'air particulièrement inquiétant. Dans Masque de cire en 1933, qui est un film magnifique de Michael Curtiz, produit comme Dr. X par la Warner en Technicolor Bichrome, le premier rôle féminin est comme divisé en deux. C'est Glenda Farrell qui mène l'enquête, tandis que Fay est exclusivement cantonnée à son rôle de Scream Queen. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'elle ressemble à la reine Marie-Antoinette et que cette ressemblance la met à la merci du patron psychopathe d'un musée de cire incarné par Lionel Atwill. Handicapé après l'incendie d'un musée qu'il possédait jadis à Londres, Atwill, plus exactement le propriétaire du musée de cire, a ouvert à New York un nouvel établissement où les statues sont en fait des cadavres recouverts de cire. Et donc là, on a Fay qui est séquestré et attaché parce que le monsieur là, il a décidé d'en faire sa statue de Marie-Antoinette. Donc elle est là séquestrée, attachée. Il y a la substance en ébullition qui est prête à se déverser sur elle et à la noyer donc sous cet océan de cire qui va en faire la statue immobile de Marie-Antoinette. Et là, finalement, eh bien, elle est délivrée donc au tout dernier moment. In extremis, on peut le dire. Absolument. Exactement 20 ans plus tard, en 1953, André de Toth tournera L'homme au masque de cire, le remake de ce film, en couleur bien sûr, mais aussi en relief. Et c'est la très 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 belle Phyllis Kirk qui jouera l'équivalent du rôle de Fay. Encore une musique très inquiétante, une musique non originale, une musique de stock, comme on dit, pour accompagner un film à très très petit budget. Toujours en 1933, Majestic, un studio désargenté de la Poverty Row, recrute Fay et Lionel Atwill pour un autre film d'horreur, The Vampire Bat, donc la chauve-souris vampire, qui se déroule en Europe centrale. Mais alors là, donc la pauvre Fay, comme d'habitude, elle est ligotée par un savant fou. Mais alors là, le savant, il a créé une matière vivante dont le seul inconvénient est de devoir être constamment alimentée de sang humain. Alors elle échappe à nouveau à la mort, sauvée dans les dernières minutes
par un policier allemand aussi juvénile qu'inattendu, puisque donc ce policier allemand est joué par le brave Melvyn Douglas, ce monsieur à la moustache, pour ceux qui ne connaissent pas son physique, qu'on n'a pas vraiment imaginé dans ce rôle, mais enfin bon, tout ça, voilà, c'est un film plutôt fait à l'économie, celui-là. Justement, par mesure d'économie, le film est tourné la nuit dans le décor où le jour James Whale tourne La Maison de la Mort avec Boris Karloff et le même Melvyn Douglas, donc il devait s'y perdre un petit peu, se mélanger les pinceaux. En tout cas, pour un policier allemand, ce Melvyn Douglas parle un anglais sans le moindre accent teuton. Hydrous magnesium sulfate. Well, that's Epsom salts. Ainsi s'achève The Vampire Bat. Alors là, on a beaucoup parlé de films de genre avec le sourire, mais Fay Wray a fait une jolie carrière aussi en dehors de tels films, particulièrement dans les années qui ont précédé la mise en place du code ACE, le sévère code d'autocensure d'Hollywood. La future reine des hurlements fut, il faut le savoir, d'abord une vedette de la toute dernière période du cinéma muet. Après avoir été identifiée comme jeune actrice prometteuse en 1926, elle fut recrutée pour $75 par semaine par la Universal, qui l'utilisa essentiellement dans des petits films de 2 bobines. Sa carrière changea de dimension avec la Symphonie nuptiale en 1928, film fleuve d'Eric von Stroheim, dont seule la première partie subsiste aujourd'hui. Magnifiquement photographiée, Fay Wray et Mitzi, pauvre maîtresse délaissée par un officier autrichien, Stroheim, qui choisit d'épouser une femme aisée. Fay Wray adorait ce film où la caméra de Stroheim s'attarde souvent sur ses yeux embués de larmes. Le rôle de Mitzi dans la symphonie nuptiale fut le plus riche de ma carrière, disait-elle. Quand je me présentais au studio pour obtenir une audition, l'adjoint de Stroheim me dit que je ne le verrais jamais, que j'étais trop petite, que je n'étais pas blonde. Je revins le lendemain avec mes talons hauts. À la fin de l'entretien, Stroheim me dit « Au revoir Mitzi » et je fondis en larmes. C'était sans doute un test qu'il faisait avec toutes les candidates. Il fut ravi de me voir pleurer ainsi. Si la deuxième partie du film, comme vous le disiez, intitulée logiquement The Honeymoon, la lune de miel, est aujourd'hui considérée comme perdue, la symphonie nuptiale a été restaurée par Kevin Brownlow à la fin des années 80 grâce aux instructions laissées par Stroheim lui-même. En 1928, Fay Wray joue également dans Les Pilotes de la mort de William Wellman, qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Elle incarne aux côtés de Gary Cooper une espionne française que celui-ci croit d'abord au service des Allemands. Le scénario est signé de John Monk Saunders, qu'elle a épousé en 1927 et qui recevra en 1930 l'Oscar pour un célèbre film d'aviateur, La Patrouille de l'Aube. Fay Wray retrouve Gary Cooper également en 1928 pour The First Kiss, une comédie romantique de Roland Willy. Et par le plus grand des hasards, 3 ans plus tôt, Fay Wray et Gary Cooper avaient été tous les deux figurants dans le Ben-Hur de Fred Niblo. Ils n'ont pas fini de se recroiser d'ailleurs. En 1928, Fay Wray joue aussi dans La Rue des Péchés, film démarré par Moritz Stiller, l'homme qui avait amené Garbo à Hollywood, et achevé par Joseph von Sternberg. Elle y côtoie Emil Jannings, futur partenaire de Marlène Dietrich dans L'Ange Bleu, justement de von Sternberg. Et donc, dans ce film, elle incarne une volontaire de l'armée du salut, pour qui le bandit, interprété par Jannings, va sacrifier sa vie, rachetant ses crimes. Et La Rue des Péchés est lui aussi considéré comme perdu. En 1929, elle travaille pour la première fois avec Cooper et Schoedsack dans 4 plumes blanches, où elle incarne la jeune femme pour laquelle Richard Arlen décide de quitter l'armée avant de voler incognito au secours de ses amis officiers qui l'ont traité de lâche. À l'ère du parlant, Fay Wray peinera à se faire remarquer hors de l'univers fantastique, malgré quand même quelques beaux rôles. En 1930, elle côtoie à nouveau Gary Cooper dans The Texan, un film d'aventure qui se déroule en Amérique du Sud. Charmé, le New York Times écrit « Miss Wray n'a jamais été aussi captivante ». En 1933, elle est aux côtés de Wallace Beery et de George Raft dans Les Faubourgs de New York, The Bowery de Raoul Walsh, un film célèbre qui se déroule dans les glorieuses années 1890, les Gay 90s. Walsh qualifiera Fay Wray de ravissante et excellente comédienne. Dans Viva Villa, démarré par Howard Hawks et achevé par Jack Conway, elle a retrouvé sa chevelure brune et incarne un rôle tragique.
Pancho Villa, qui est joué donc par Wallace Beery, est amoureux d'elle, mais elle refuse de céder à ses avances. Un acolyte entend des cris, survient et tire. La belle Mexicaine, donc la pauvre Fay Wray, meurt quelques instants plus tard. Et pour ce film, Ben Hecht fut nommé à l'Oscar du meilleur scénario, mais c'est Robert Riskin qui l'emporta pour New York Miami. Robert Riskin, dont j'ai l'impression qu'on ne va pas tarder à reparler. Vous écoutez le Filmographe sur Séance Radio. Aujourd'hui, Antoine Cyr raconte Fairway. Nous sommes toujours dans la première moitié des années 30. Dans La femme la plus riche du monde de William A. Zeiter en 1934, Fay Wray est la secrétaire d'une jeune milliardaire, Miriam Hopkins, qui voudrait voyager incognito et être aimée pour autre chose que pour son argent. Elle est utilisée par sa patronne pour mettre à l'épreuve un jeune soupirant que joue Joel McCrea. Cette fable typique de la Grande Dépression va connaître beaucoup de succès, mais les personnages y sont quand même loin d'être aussi attachants que ceux de Frank Capra ou de Preston Sturges. 2 ans après Les Chasses du comte Zaroff, La femme la plus riche du monde sera le second et dernier film, bien sûr, tourné par Fay Wray en compagnie de Joel McCrea. Alors, il y a un autre film typique de cette époque dans lequel on voit Fay Wray, c'est Anne Carver's Profession en 1933 de Edward Buzzell, où donc Fay Wray partage l'affiche avec Gene Raymond. Alors, ils incarnent un couple de jeunes gens qui se marient après leurs années d'université, et la femme réussit dans le métier d'avocat, mais la carrière de son mari végète. Il trouve alors un travail dans un nightclub où il suscite sans le vouloir la passion violente d'une chanteuse alcoolique que joue Claire Dodd. Son épouse est persuadée qu'il la trompe. Le couple va traverser des épreuves mélodramatiques avant de se réconcilier au détriment de la carrière d'avocate de Fay Wray. Elle va finalement renoncer à son métier et se consacrer entièrement à son mari, qui lui est devenu grand architecte. Anne Carver's Profession a été écrit, en effet, par Robert Riskin, scénariste attitré de Capra. Après avoir divorcé de Saunders en 1939, Fay Wray épousera Riskin en 1942. Elle aurait également eu une liaison avec Clifford Odets, célèbre dramaturge, ce qui confirme son penchant marqué pour les hommes de lettres. Le meilleur rôle non fantastique de Fay Wray est peut-être celui qu'elle incarne dans Les Amours de Cellini en 1934 de Gregory Lacava. C'est une piquante jeune femme utilisée comme modèle par le sculpteur Frédéric March. Le fameux Benvenuto Cellini. Et oui, alors elle refuse ses avances, mais Cellini la pousse dans les bras du duc de Florence, qui est incarné par Frank Morgan, ce qui lui laisse le champ libre pour prendre soin de la duchesse que joue Constance Bennett. C'est probablement l'un des films les plus libertins de son époque, bien qu'il soit sorti 2 mois après l'entrée en vigueur du sévère et célèbre d'ailleurs Code Ace. Et Frank Morgan, futur magicien d'Oz, fut nommé à l'Oscar du meilleur acteur, mais c'est Clark Gable, toujours pour New York Miami, qui remporta la statuette. À partir de la seconde moitié des années 30, la carrière de Fay Wray commence à décliner. Elle joue essentiellement dans des productions mineures, ne renouant avec les films de prestige que pour des rôles quand même modestes, comme en 1955 dans La Toile d'araignée de Minelli et Une femme diabolique de Ranald McDougall. L'inquiétante musique de La Toile d'araignée est signée Leonard Rosenman. Encore active à la télévision, Fay Wray quitte pratiquement le cinéma à la fin des années 1950. Elle refuse un petit rôle dans le remake de King Kong de 1976, dont le script ne lui plaît pas. Elle écrit des mémoires dépourvues d'amertume, où elle se dit heureuse d'avoir joué un rôle, même petit, dans l'âge d'or d'Hollywood. À 90 ans, elle conduit encore sa voiture et continue de participer à des événements pour cinéphiles. En 2004, Peter Jackson obtient qu'elle accepte de participer au 2e remake de King Kong, mais elle meurt en août de la même année.
Pour lui rendre hommage, exceptionnellement, l'Empire State Building fut plongé dans le noir pendant un quart d'heure. D'ailleurs, elle disait en passant devant l'Empire State Building qu'elle avait l'impression de lui appartenir, à moins que ce ne soit l'inverse. Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.